Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une des idées les plus fascinantes du bouddhisme, la nature de notre réalité et surtout la nature de notre soi. On va faire ça en décortiquant un concept clé, Taojian Wu Yun Je Kong. Ça se traduit en gros par l'illumination du fait que les 5 agrégats sont vides. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais promis, on va y aller pas à pas. Alors pour commencer, une question qui va droit au but. Ce moi, ce je, qu'on sent si présent, si solide au centre de notre monde, et si en fait, ce n'était qu'une construction, une illusion bien ficelée, c'est vraiment le point de départ de toute notre réflexion. Pour arriver à saisir cette idée qui est assez radicale, on ne va pas avoir le choix. Il faudra déconstruire ce qu'on appelle habituellement notre soi. C'est un peu comme si on décidait d'ouvrir le capot d'une voiture pour enfin voir comment le moteur fonctionne vraiment. Et pour ça, la philosophie bouddhiste nous donne une sorte de boîte à outils, les 5 skandhas. Imaginez-les comme 5 grands tas de composants. Quand on les assemble, ça crée ce qu'on appelle une personne. L'idée, c'est qu'absolument toute notre expérience, sans exception, rentre dans l'une de ces 5 catégories. Bon, alors c'est parti. On va maintenant se pencher sur chacun de ces 5 composants, un par un. L'objectif, c'est de voir de quoi est réellement faite notre expérience de chaque instant. Ok, voici notre feuille de route. On a la forme, la sensation, la perception, les formations mentales et la conscience. À eux 5, ces éléments couvrent la totalité de ce qu'on peut percevoir, ressentir ou penser. Allez, on commence par le plus tangible. Le premier de ces agrégats, c'est la forme. C'est tout ce qui est matière, notre corps bien sûr, mais aussi tout ce qui est physique et tangible à l'extérieur de nous. En fait, c'est tout le monde matériel, qui est lui-même constitué d'éléments encore plus fondamentaux. Et justement, cette forme se décompose elle-même en 4 grands éléments. L'élémentaire, c'est tout ce qui est solide, nos os, nos muscles. L'eau, c'est la cohésion, nos fluides corporels. Le feu, c'est la chaleur, notre température, notre métabolisme. Et enfin, le vent, c'est le mouvement, notre respiration, notre circulation. Notre corps est donc une combinaison hyper dynamique de tout ça. On passe au deuxième, la sensation. Là, on parle de la réaction brute, immédiate. Avant même qu'on se dise « j'aime » ou « j'aime pas », il y a ce tout premier ressenti, cette tonalité de base. Est-ce que c'est agréable, désagréable ou ni l'un ni l'autre, juste neutre? Troisième composant, la perception. C'est la fonction de notre esprit qui va identifier les choses et leur coller une étiquette. Par exemple, nos yeux voient une certaine forme et, hop, notre esprit dit « c'est une tasse ». C'est la perception qui est à l'œuvre. C'est elle qui construit notre carte mentale du monde. 4e point, les formations mentales. Alors ça, c'est une catégorie un peu fourre-tout, mais elle est cruciale. Elle rassemble toutes nos impulsions, nos habitudes mentales, nos intentions, nos réactions, de la compassion à la jalousie, en passant par la colère. C'est tout ce qui nous pousse à agir et qui forge notre caractère. Et enfin, on termine avec la conscience. Mais attention, gros malentendu possible ici. On ne parle pas d'une âme ou d'un esprit permanent. Non, la conscience, dans ce contexte, c'est juste la faculté de savoir qu'il se passe quelque chose. C'est la conscience visuelle qui s'active quand l'œil rencontre une couleur, la conscience auditive qui s'éveille quand l'oreille capte un son. C'est juste l'étincelle de la prise de connaissance. Bon, c'est bien beau de tout découper en 5, mais à quoi ça rime? Eh bien, toute cette déconstruction nous mène directement au cœur de l'expérience humaine, et en particulier à la raison pour laquelle on ressent de l'insatisfaction ou de la souffrance. Ce petit texte l'illustre à merveille. Même une action aussi banale que de s'asseoir, qui est agréable au début, finit par devenir inconfortable. Ça montre bien que toute expérience, simplement parce qu'elle change constamment, contient en elle le germe de l'insatisfaction. Et ça nous amène à cette logique qui est vraiment centrale. Parce que tout est impermanent, y compris nos 5 fameux agrégats, tout est au final insatisfaisant. Et si tout est insatisfaisant et hors de notre contrôle ultime, où peut bien se cacher ce soi permanent et aux commandes? La conclusion est simple, il est introuvable. L'argument est très concret. On ne veut pas vieillir, on ne veut pas être malade. Pourtant, nos corps vieillissent et tombent malades. Ce conflit direct entre ce que notre moi désire et ce que la réalité nous impose, c'est la preuve la plus évidente qu'il n'y a pas de moi tout-puissant qui dirige le spectacle. On arrive maintenant au mot-clé de toute cette histoire, la vacuité. Mais attention, le mot vide est peut-être l'un des termes les plus mal compris de toute la philosophie. Il ne veut pas du tout dire ce qu'on pense au premier abord. Voilà la distinction capitale. L'erreur classique, c'est de croire que vide veut dire néant, que rien n'existe. C'est totalement faux. La vacuité, c'est l'absence d'existence propre, indépendante et séparée. En d'autres termes, tout existe, oui, mais uniquement en relation avec tout le reste. C'est l'interdépendance radicale. Prenons un exemple tout simple, une tasse en verre. On dit qu'elle est vide d'une identité propre.
Pourquoi? Parce que si on retire le verre, la chaleur qu'il a formée, le travail de l'artisan, que reste-t-il de la tasse? Rien. La tasse n'existe pas par elle-même, elle dépend de tout un tas d'autres conditions. C'est la même chose avec un ordinateur. C'est un assemblage complexe de pièces. Si on enlève la carte mère, le processeur, l'écran, à quel moment précis est-ce que ça cesse d'être un ordinateur? Il n'y a pas d'essence d'ordinateur cachée à l'intérieur. Eh bien, c'est exactement la même chose pour notre soi et ses 5 agrégats. Et c'est ici qu'on arrive au retournement de situation le plus fascinant. Loin d'être une idée négative ou nihiliste, la vacuité est en fait la condition même qui rend toute chose possible. C'est la source de la créativité et du changement. Le grand philosophe Nagarjuna a eu cette formule géniale. C'est parce qu'il y a la vacuité que tout peut s'accomplir. C'est une affirmation hyper puissante qui renverse complètement notre perspective habituelle. Suivons cette logique. Une graine peut devenir un arbre, précisément parce qu'elle n'est pas fixée dans un état de graine pour l'éternité. L'arbre, à son tour, peut devenir une table parce que sa nature n'est pas permanente. C'est cette absence de nature fixe, cette vacuité, qui permet toute cette transformation. Le point central, c'est donc celui-ci. La vacuité, ce n'est pas une fin, c'est une ouverture. C'est le champ de tous les possibles. C'est le potentiel infini qui permet la croissance, l'évolution et la création. Sans la vacuité, tout serait figé, statique, absolument sans vie. Et tout soi nous laisse avec une dernière réflexion, une question ouverte. Si notre soi n'est pas une entité figée et immuable, mais un processus dynamique, un flux interdépendant, alors la question la plus importante n'est plus « qui suis-je ?», mais plutôt « que puis-je devenir ?» Et là, soudain, la vacuité ouvre un horizon de possibilités infinies.